10 000 milliards de dollars, c'est environ ce que pèse le marché de l'éducation mondial. Et 1100 milliards, c'est à peu près le poids du marché de l'éducation américaine. Sur ces 1100 milliards, l'éducation traditionnelle, donc les grandes écoles, l'université et compagnie, représente 850 milliards. Tandis que ce qu'on appelle l'éducation online, donc les formateurs en ligne, les apps pour apprendre des trucs, etc., pèse 250 milliards. Donc l'éducation online, ça peut paraître petit à côté du système traditionnel. Pourtant, quand on regarde la croissance de ces deux marchés, on voit un truc intéressant. L'éducation traditionnelle, elle perd environ 6% tous les ans, soit 50 milliards, alors que l'éducation online, elle, gagne 16% tous les ans, soit 40 milliards de dollars. C'est un échange de flux financiers sans précédent dans l'histoire de l'éducation. Those are the ones that have four-year degrees that don't mean anything, that no one cares about. All of that money is getting actually pushed all the way back down to the bottom to basically creators. Et d'ailleurs, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que les prévisions, elles annoncent que le marché de l'éducation online aux US, il pourrait bien peser entre 600 et 800 milliards d'ici 2030, soit un x4. Et cette tendance, elle n'est pas propre aux US, puisqu'elle se confirme aussi en Europe et en Asie. Alors forcément, des entreprises se positionnent sur ce marché haussier, et on voit de plus en plus d'applis, de formation en ligne ou d'organismes de formation se monter depuis ces dernières années. Et d'ailleurs, des leaders du marché de l'éducation online aux US et au UK se positionnent pour investir sur des logiciels comme Skool ou Whop qui ont pour vocation d'héberger de la formation en ligne et de disrupter ce marché comme l'ont fait Amazon ou Shopify à l'époque du e-commerce. Okay, huge amount of money changing hands in a very fast time zone. I'd rather be in this boat than in this boat. It is official, I am the new co-owner of Whop. Now you might be wondering, what is Whop? Whop is the fastest growing digital product platform in the world. Think about it, kind of like Shopify and Amazon in one platform for digital products. Alors pourquoi l'éducation online a-t-elle une telle croissance? Est-ce que les formateurs en ligne de l'industrie du e-learning vont bel et bien tuer les grandes écoles? Ou est-ce que c'est une hype de plus qui va retomber comme les NFT? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce changement de paradigme de la manière dont on apprend, c'est un des trucs les plus importants qui va arriver dans notre décennie. Et à ce sujet, j'aurai une annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Je vous en reparle juste après. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut d'abord comprendre ce qui fait le succès de l'éducation traditionnelle. Alors comment ça marche? Globalement, l'éducation traditionnelle, ça consiste en un enseignement théorique de 3 à 5 ans pour espérer avoir un job à la fin. Spoiler, souvent t'en as pas. C'est fou le nombre de personnes qui ont un master, bac+5 et qui se retrouvent à galérer à trouver un travail à la sortie. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour avoir moi-même vécu l'expérience en étant allé à Centrale Supélec, la seconde meilleure école d'ingénieurs en France au classement juste après Polytechnique à l'époque où j'y étais, j'ai pu voir comment fonctionnait ce système de l'intérieur. Globalement, dans une grande école d'ingénieurs comme celle que j'ai faite, il y avait à peu près 10% de passionnés, des ingénieurs, des codeurs, des gens qui avaient vraiment la passion, le feu intérieur et qui étaient à leur place. Et 90% de gens, dont moi, un peu plus touristes, qui ont fini là parce qu'ils ont suivi un petit peu le chemin par défaut, mais qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient là. En fait, il y avait un petit peu toujours le même schéma qui se répétait en boucle. D'abord, au lycée, il fallait aller en filière scientifique parce que c'était plus prestigieux. Puis en terminale, il fallait aller dans les meilleures classes préparatoires. Puis en prépa, il fallait aller dans les écoles les mieux classées possibles. Puis une fois dans l'école, il fallait intégrer le BDE pour être quelqu'un. Puis aller dans les grands cabinets de conseil en stratégie. Puis devenir manager, puis partner. Ce chemin, il était motivé par la poursuite du prestige. Et ça, c'est sans doute un des points forts de l'éducation traditionnelle. On y reviendra dans quelques instants. Et souvent, ce chemin motivé par la poursuite du prestige, il pouvait conduire à se créer la vie d'un autre, à faire de la place pour des regrets ou alors à préparer une belle crise de la quarantaine. En fait, voilà le vrai atout de l'éducation traditionnelle, le marketing du prestige. Pour comprendre ça, il faut qu'on s'attarde sur le cas des grandes écoles, parce que leur marketing, il est réellement redoutable. En fait, souvent, ce que mettent en avant les grandes écoles, c'est pas tant les disciplines qu'elles vont enseigner à leurs étudiants en tant que telles, mais c'est plutôt le fait de rejoindre la grande famille de l'école. De pouvoir dire « j'ai fait HEC, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait Centrale, j'ai fait Polytechnique », et donc de mettre un vrai tampon de crédibilité sur son propre nom, indépendamment de ce qu'on aura appris ou pas dans l'école.
Et elles vont marketer ça en disant, en fait, on a un réseau de personnes qui ont déjà des places importantes dans la société, que ce soit des gens qui ont des postes très élevés dans des grosses boîtes, dans des institutions publiques, etc., qui ont déjà un niveau de succès. Et en rejoignant l'école, vous allez faire partie de cette tribu-là et vous trouverez plus facilement du travail derrière. Et moi, je me souviens en école d'ingénieur avoir eu des cours sur des sujets dont tout le monde dans la promo s'en foutait, genre la physique quantique, mais le faire parce que c'était nécessaire pour avoir le diplôme et in fine trouver un travail, etc. Et en fait, ce que peuvent faire ces grandes écoles, c'est mettre en avant des statistiques éprouvées d'employabilité à la sortie de l'école. Ce que peuvent difficilement faire par exemple des formateurs en ligne, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Et dans l'absolu, même si on peut trouver décevant le contenu des cours qu'on va apprendre dans une grande école, leur promesse, elle est plus ou moins tenue, parce que derrière, en sortant de ce genre d'école, c'est beaucoup plus simple de se faire embaucher dans des grandes boîtes. Ça va être aussi plus simple, par exemple, de lever des fonds pour monter une start-up. Et donc, il y a vraiment pas mal de bénéfices à avoir ce tampon grande école. Par contre, ça a des limites. Moi, par exemple, j'ai passé 5 ans de ma vie pour avoir ce diplôme d'ingénieur. Et la réalité, c'est que maintenant que je travaille avec des entrepreneurs en ligne, la plupart ne connaissent pas vraiment ce game-là des grandes écoles, ne reconnaissent donc pas la valeur que ça a. Et comme au final, j'ai pas appris grand-chose dans l'école, tout ça n'a pas servi à grand-chose. Toutefois, pour toutes les personnes qui veulent accéder à des hautes instances étatiques ou des hauts postes de direction de boîtes traditionnelles, ce tampon-là va avoir beaucoup de valeur. Alors ok, l'éducation traditionnelle est la meilleure presse que l'éducation online et de loin, et on y reviendra juste après, mais concrètement, qu'est-ce qui explique que cette différence réputationnelle soit aussi grosse? Est-ce que c'est juste leur manière de communiquer? Peut-être pas seulement. There are multiple levels of legitimacy for education. On one side, you have Harvard. Most people don't call Harvard a scam, but they fundamentally sell education. And on this side, you've got a guy who tells you how to start an ATM business and promises that you're going to make $100,000 a day in 5 seconds. They both sell education, and on the scam index, why is this one maxed out and this one's a 0? Il y a en fait des différences fondamentales auxquelles on ne pense pas entre les écoles traditionnelles et les business de formation online. Quand tu rentres à Harvard, alors déjà, tu te plies en 18 et tu tends la fesse droite pour savoir si tu as le droit de rentrer. Ouais. Si par miracle tu fais partie des élus, ensuite tu vas leur filer 250 000 balles. Et la garantie, c'est rien du tout. De toute façon, si tu bronches, au bout d'un mois, ils te foutent 2 coups de pompe dans le cul. Ah, parce qu'ils ont une brand mondiale aussi. Donc l'enjeu n'est pas la promesse. Donc l'enjeu n'est pas la promesse, c'est la brand. Voilà les plus grosses différences. Premièrement, la sélection des candidats. À Harvard refuse une grande partie des candidats. Par exemple, le fondateur d'Alibaba, il avait été refusé 10 fois. Tandis que des formations un peu scammy acceptent toute personne qui agite une carte de crédit. Deuxièmement, les grandes écoles ne font pas de promesses de revenus rapides. Harvard ne promet pas « demain vous gagnerez X dollars très rapidement ». Non, il y a un délai. 4 ans d'études, 5 ans d'études, et l'école ne va pas garantir un salaire à la sortie. Et justement, d'ailleurs, ces écoles, elles communiquent davantage sur des données, des salaires moyens à la sortie, que sur des réussites atypiques, comme peuvent le faire des formations en ligne qui vous prennent le top 0,1% de leurs meilleures réussites clients et dire « Ah, regardez comme notre formation est super ». Et enfin, le troisième point, c'est que les grandes écoles ne certifient pas tout le monde. Par exemple, Harvard ne diplôme pas chaque année des étudiants qui ont d'ailleurs payé les frais de scolarité, simplement parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Il est possible qu'un élève paie mais ne reçoive pas la certification, s'il n'atteint pas le niveau. Et ça préserve la réputation de l'école et surtout les standards à la sortie. En fin de compte, ce qui permet aux écoles traditionnelles de tenir bon, ça tient à une seule chose, leur réputation. Mais est-ce que ça va leur suffire pour survivre? Pour les gros, sans doute. Harvard ou Polytechnique sont pas prêts de mourir du jour au lendemain. Par contre, pour les écoles de seconde zone, sûrement pas. Vous savez, c'est toutes ces écoles à 10 000 € l'année où on n'apprend pas grand-chose. Face à ces écoles, de nouveaux entrants arrivent sur le marché et s'apprêtent à tout casser. Internet et la creator economy ont rebattu les cartes. Entre les créateurs de contenu, les infopreneurs, les startups dans l'éducation, le monde de l'éducation, il est en train de changer. And so, if you're a hairstylist, you're like, well, you know what? The formal education thing doesn't matter because all I have to do is learn how to post on Instagram like my clients that even I do in my garage, and I get more DMs for people who want me to do that, and not a single customer's ever asked me for what my certification was. So maybe this skill is more valuable than this skill. Huh. And this girl is willing to teach me how she does it for $1,000, whereas this school is 2 years and 15 grand. Là où les diplômes comblaient nos insécurités et la peur de ne pas être assez,
Les entreprises de l'éducation online se concentrent sur la compétence. Le truc, c'est que ce marché de l'éducation en ligne, il n'a pas une super image. Parce qu'au début, c'était un petit peu le Far West. C'était hyper facile de vendre. Derrière, on a vu passer beaucoup de formateurs plus ou moins nets, avec quelques caricatures de ce phénomène, comme par exemple Emmanuel Friedenrich, JP Fanguin ou encore Derek Brown. Et comme partout, au début de Nouvelle Ère, c'est toujours un peu le chaos. Comme en parle d'ailleurs très bien Romain Collignon, un spécialiste du sujet qui est sur ce marché depuis 16 ans. Sachant que moi, tu vois, je suis dans le game depuis 2008, donc ça fait 16 ans. Et entre 2008 et 2021-22, ça fait il n'y avait que de la croissance, tu vois, on se posait pas de questions. Jamais je serais intervenu sur un podcast avec toi, Ludo, et avec toi, Gérald, pour parler du marché, tu vois. C'est genre, ok, c'est royal. Sauf que là, bon, on est arrivé à une maturité du marché. Et tu vois, il y a eu entre 2008 et 2014, c'était un peu le Far West. Le truc, c'est que ce marché, il est vraiment en train de se structurer depuis quelques années. On a vu des acteurs de plus en plus sérieux émerger ces dernières années. Comme par exemple Open Classroom, Live Mentor, Masterclass ou Allegria Group, qui est d'ailleurs un de mes clients, donc je vois les coulisses du changement arriver. On se retrouve avec des boîtes de plus en plus structurées, qui utilisent les leviers marketing ultra efficaces habituellement utilisés par les formateurs en ligne pour croître à des vitesses démentielles. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que la compétition augmente, le marché il devient de plus en plus dur. Dans tous les cas, c'est celui qui dépense le plus, qui peut acheter son client le plus cher, qui tire son épingle du jeu. Là encore, dans le marché, tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. T'as des boîtes qui sont basées à l'étranger, qui payent pas de TVA, qui payent pas de taxes, qui sont en mesure de débourser et te foutre le bordel dans les algos. Et toi, t'es en France et t'es en train de te dire, mais attends, je vais pas dépenser autant. Maintenant, il y a tellement de monde sur ce marché-là que après, c'est une question d'offre et de demande. Alors le temps de l'Eldorado de la formation en ligne, il est révolu. On est entré dans l'ère de la méfiance. Donc non, il suffit plus de créer une formation random pour encaisser de l'argent et avoir une place à bord du navire. Maintenant, il est plus indispensable que jamais d'avoir une réputation en ligne. C'est ce qu'on appelle une personal brand. C'est d'ailleurs tout le sujet de cette chaîne, puisque si vous êtes nouveau ici, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on étudie les meilleures stratégies YouTube d'entrepreneurs justement sur le marché de l'éducation qui ont tout cartonné pour voir comment s'en inspirer à notre tour. Finalement, ce qui va probablement se passer à l'issue de cette révolution de l'éducation, c'est qu'il restera le meilleur des deux mondes. L'éducation traditionnelle, elle était forte pour créer des cours complets avec une approche académique. Mais par contre, elle était catastrophique pour les vendre et surtout pour donner envie de les consommer. Si vous avez déjà mis les pieds dans un amphi, vous savez de quoi je parle. On se fait chier comme des rats. Les formateurs en ligne, eux, ils étaient excellents en marketing. Par contre, leurs produits, ils étaient relativement rudimentaires et ça pouvait aussi manquer un peu d'ingénierie pédagogique, ce qui fait qu'on se retrouvait parfois avec des formations avec un taux de complétion extrêmement faible. Avec le temps, certains acteurs du marché, ils ont travaillé là-dessus justement parce qu'ils se sont aperçus qu'avec des meilleurs produits, ils pouvaient en revendre davantage. Donc, la direction vers laquelle semble aller cette industrie, c'est de l'éducation majoritairement online, avec une maîtrise profonde et nécessaire du marketing, la nécessité de vraiment soigner son produit et surtout la nécessité de soigner son image en ligne. Ça devient obligatoire. Et paradoxalement, dans ce monde digital, le présentiel, ça va devenir de l'ultra premium, comme ça commence déjà à être le cas avec des masterminds, autrement dit des rencontres en présentiel avancé, qui peuvent coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour une place. J'en sais quelque chose puisque moi j'investis moi-même environ 20 000 € tous les ans pour en faire partie et je suis loin d'être le seul puisque je connais des dizaines voire des centaines d'entrepreneurs qui le font aussi et qu'il existe des centaines de masterminds dont certains vont jusqu'à 100 000 $ la place pour l'année. Avec les centaines de nouveaux outils qui sortent tous les jours, un monde qui évolue de plus en plus vite et la plupart des métiers de 2035 qui n'existent même pas encore, la manière d'apprendre va changer. L'éducation telle qu'on l'a connue est révolue. Les futures générations n'apprendront pas en passant 8 heures par jour dans les salles de classe. Ça ne marche plus. C'est sur Internet qu'ils apprendront. Et quand on regarde bien, c'est d'ailleurs sur Internet qu'ils apprennent déjà. Je me souviens quand je m'étais lancé dans la vidéo avant d'en faire mon métier, j'avais tout appris sur YouTube. Et on voit de plus en plus de jeunes génies de 20 ans formés en autodidacte qui montent des activités florissantes. Et si tout ça peut paraître très enthousiasmant, il est très loin de n'y avoir que des bons côtés à cette transition de l'éducation sur Internet. Parce que si Internet est très puissant, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Et honnêtement, sans professeur en présentiel dans une salle pour nous forcer à venir tous les jours et à travailler à contre-cœur, on aurait eu besoin de beaucoup plus de responsabilisation personnelle. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Le piège d'une éducation basée majoritairement sur Internet, c'est que si elle peut créer des futurs prix Nobel, elle peut aussi créer des légumes
reclus de la société. Voilà pourquoi. Nos cerveaux sont en train de pourrir. Ils appellent ça le brain rot. Internet est devenu une ferme à dopamine géante où tout le monde veut s'arracher notre attention. Le résultat, c'est qu'on devient de plus en plus débile, nos jeunes arrivent plus à se concentrer plus de 10 minutes, et nous non plus d'ailleurs. Et le pire, c'est que c'est pas prêt de s'améliorer dans les années qui viennent. Mais au lieu de perdre espoir, on peut reprendre le pouvoir. Au cours des dernières années, en créant sur Internet, j'ai eu le privilège de rencontrer les meilleurs. Des experts de la santé qui connaissent tous les secrets qui nous permettraient d'augmenter notre espérance de vie de plusieurs années. Des spécialistes en relations qui détiennent les clés pour être plus épanouis et mieux vivre ensemble. Et des génies du business qui savent comment monter des projets à impact. Le savoir de tous ces gens-là, c'est littéralement de l'or. Mais le problème, c'est que dans la cacophonie des réseaux sociaux, tous ces gens-là, ils sont invisibles parce que l'intelligence fait souvent moins de bruit que le scandale. Il est temps de rendre leur savoir accessible au monde entier. C'est pour ça que j'ai créé Level Up. Quoi que vous sachiez, il y a quelqu'un quelque part qui serait prêt à payer pour l'apprendre avec vous. Les rencontres humaines, les interactions, c'est de la vente. La vente, c'est de la séduction. La vie, c'est de la séduction. Et souvent, ce qu'on remarque chez les stratégies de perversion narcissique, en fait, tu peux pas les convaincre. Comment réagir ? Le meilleur truc que tu peux faire, c'est un des gros mythes, c'est de se dire t'inquiète, si tu investis 50 € par mois, tu vas devenir libre financièrement dans 20 ans, etc. Selon les études, un rail de coke, c'est 20 minutes de dopamine. 2 minutes de douche froide, c'est 4 heures de dopamine. On passe notre vie à être broyé par des anomalies. Santé, argent, relations, des conversations sans filtre avec les meilleures pointures pour level up sur tous nos domaines de vie. Bienvenue sur Level Up.